sans doute des réactions à ce qu'a dit Marie-Françoise, mais et sinon, par rapport à ta pratique et tes réflexions d'élu local sur comment on fait remonter cette souveraineté du bas vers le haut, tu pourrais nous partager avec nous. Vous pouvez avoir la bouteille. Oui, merci. Dans ce que vous avez dit, il y a... Alors d'abord, je suis interpellée parce que dans cette salle, je pense être, ou en tout cas dans les tables rondes de l'après-midi, je pense être l'élu local, l'élu, la femme politique, je dirais en exercice, il y en a d'anciens, mais en exercice, et donc forcément porteuse de toutes les dérives et de tous les griefs. Donc j'en assume le rôle pour l'après-midi. Et je vais tenter de vous dire en quoi et comment on peut tenter un certain nombre de propositions comme praticienne de terrain. J'aurais très envie de rebondir sur l'échange que vous avez amorcé entre jacobinisme et girondisme. Girondisme et jacobinisme, mais je pense qu'on pourra y revenir ultérieurement. Alors pour me présenter en 2 mots, je suis une élue locale, donc je suis par essence, j'incarne par essence la démocratie représentative, puisque je suis une élue du peuple, c'est ainsi que j'aime me présenter depuis de nombreuses années, puisque mon premier mandat d'élu date de 1989, les élections municipales de 1989, autrement dit maintenant une paire d'années. Et Anne-Cécile m'a demandé de parler de la démocratie participative. Donc il y a déjà un premier paradoxe, c'est que c'est donc dans la bouche d'une élue incarnant la démocratie représentative que va se développer ce discours-là. Je suis élue de Bourges pour répondre à votre question. Combien d'habitants votre commune? Bourges, c'est un village de 65 000 habitants. À 200 km au sud de Paris, dans la région Centre-Val de Loire. Et cas particulier, je préside l'agglomération de Bourges, un établissement public de coopération intercommunale, et donc je porte aussi tous les griefs qui sont portés à l'intercommunalité que vous avez effleuré dans votre propos tout à l'heure, avec ce procès en illégitimité qu'ont toujours les intercommunalités par rapport aux communes. Les communes, le noyau de départ de la démocratie, et l'intercommunalité, une construction technocratique, lointaine, non démocratique, qui est donc interrogée. Et je vais tenter de plaider quand même pour l'intercommunalité, même si j'ai toujours eu dans ma vie politique, parce qu'on est parfois, vous savez, les parcours politiques sont aussi faits d'histoires, de moments et de moments. J'ai toujours eu plutôt un discours communaliste, et me voilà donc à la tête d'une intercommunalité. Certains diraient, et ils n'auraient pas tort, à défaut d'avoir réussi à être maire. Donc voilà, la vie, elle est aussi faite ainsi. Je veux mettre fin à un procès. Nous sommes élus au suffrage universel, comme nous, puisque lorsque vous votez pour votre commune, vous votez sur un même bulletin de vote pour les conseillers municipaux et pour les conseillers communautaires. Donc, je suis conseillère communautaire avec mes collègues parce que les électeurs suffrage direct l'ont voulu ainsi. Et je suis présidente de l'intercommunalité parce que le conseil communautaire l'a choisi. La différence, c'est que dans un conseil communautaire, on a des représentants de chacune des communes, 17 pour ce qui nous concerne, alors que dans un conseil municipal, finalement, le maire est élu, j'allais dire naturellement, dans le prolongement de l'élection, avec une majorité qui s'est constituée. La majorité dans une intercommunalité, elle n'est pas écrite d'avance, il faut la construire, puisqu'elle est le fait d'un dialogue entre les représentants des différentes communes. En intercommunalité, donc je vous l'ai dit, 17 communes, 105 000 habitants. C'est une petite intercommunalité aujourd'hui au sens du nombre de communes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces intercommunalités qu'on a qualifiées d'XXL, où il y a 50, 60 communes. Et nous avons, et ça va me permettre de faire une transition avec le propos qui suit,
nous avons des modalités de prise de décision qui sont très différentes de celles d'une commune. Une commune, c'est la loi de la majorité. Certains disent même la dictature de la majorité, c'est-à-dire qu'il y a une liste qui est élue, elle a en plus une prime de 50% dans la constitution du conseil municipal, ce qui lui garantit quasiment la majorité, et donc voilà, elle est élue sur un programme, elle applique son programme, et les minorités peuvent être courtoisement écoutées, mais enfin, que faire de leurs avis et de leurs propositions. Une intercommunalité, c'est exactement le contraire, puisqu'elle rassemble des gens qui ont été élus chacun sur un programme communal et assez rarement sur des convergences intercommunales. Elle procède à la fois de la loi qui lui confie de facto un certain nombre de responsabilités, mais aussi des choix qu'ont fait les communes pour mettre en commun, donc dans un espace de coopération, un certain nombre de politiques. Donc c'est cette espèce de double construction de ces responsabilités, de ces missions, ce qu'on appelle les compétences, certaines fixées par la loi, d'autres choisies par le territoire. Et surtout, ces modalités de prise de décision sont d'une complexité extrême, et pour ceux qui aiment inventer des formes nouvelles de délibération, je pense beaucoup à des amis des mouvements écologistes ou autres qui inventent toujours des formes de calcul démocratique. Alors, on a déjà tout ça dans les intercommunalités. Certaines décisions se prennent à la majorité simple du conseil communautaire, d'autres se prennent à des majorités qualifiées, des 2/3, certaines avec la majorité qualifiée des communes, donc avec un vote conforme de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population, ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la population, et d'autres nécessitent des votes unanimes des communes, enfin un vote majoritaire du conseil communautaire pour lancer le débat, des votes unanimes des communes, puis une validation communautaire. Autrement dit, la notion même de majorité est une notion construite sur des échelles différentes quand on est dans des débats intercommunaux, et donc ça exige de faire un exercice qui peut-être a quelques vertus, qui est l'exercice de compromis, mais toute ressemblance avec les situations d'actualité serait fortuite. Voilà, donc en fait c'est notre rôle, et c'est mon rôle au quotidien, que de travailler à faire avancer l'action publique dans un contexte de construction, dans un débat qui est un débat qui doit se construire dans ces conditions-là, et en espérant que, enfin, et je le crois parce qu'à 17 communes on y arrive, que la question de proximité puisse être à peu près traitée. Alors comment est-ce que nous faisons pour dialoguer avec les citoyens? J'avais envie de faire référence à trois sujets. Un qui est, j'allais dire, le plus évident, c'est qu'en réalité, l'action publique, le plus souvent, elle est impuissante si elle n'est pas en dialogue avec un certain nombre de partenaires. Alors, partenaires institutionnels, c'est nos partenaires des autres collectivités locales, des institutions de l'État, d'institutions de l'organisme de sécurité sociale, que sais-je, mais aussi du secteur associatif ou privé. Vous n'avez pas de politique de développement de filière dans le domaine économique si vous n'êtes pas en dialogue avec le monde économique, de développement touristique si vous n'êtes pas en lien avec les acteurs du tourisme, mais vous n'avez pas de politique du vieillissement si vous n'êtes pas en dialogue avec les services d'aide à domicile ou même le milieu associatif qui va être inclusif ou excluant dans sa façon d'aborder le grand âge, etc. Donc en fait, il n'y a pas de politique publique, il y a très peu de politique publique dans les territoires où nous n'avons pas de politique régalienne au sens strict. Il y a très peu de politiques publiques qui ne soient des politiques partenariales. Et donc on est amené à différents niveaux de dialogue. C'est la première chose. Alors c'est construit, c'est élaboré, c'est de plus en plus, j'allais dire, c'est de plus en plus experts ou presque techniciens. C'est partagé, le monde économique en plus aujourd'hui véhicule beaucoup de propos sur l'intelligence collective, etc. Donc finalement, c'est devenu très consensuel cette façon de faire appel à partenariat pour construire des politiques publiques. Donc ça, bon, j'allais dire, on sait faire. Après, la question, c'est comment alors on sait faire plus ou moins, hein, enfin, on sait faire. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on connecte plus largement avec les habitants. Et on a beaucoup travaillé des formes de concertation, consultation,
forums, que sais-je, qui peuvent être extrêmement fructueux, extrêmement féconds dans ce que ça apporte comme idée, mais qui ne résolvent pas la question du lien de l'ensemble des citoyens avec la chose publique. Parce qu'au fond, dans ces forums, quelles que soient les modalités qu'on ait choisies, on y trouve un peu, entre guillemets, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, c'est-à-dire les gens impliqués dans la vie publique, les responsables associatifs, les militants politiques, des gens qui sont aussi à l'aise avec l'expression et le maniement des idées, c'est-à-dire en gros des gens qui sont à l'aise avec une forme d'intellectualisation du propos, ce qui est plus ou moins le cas des uns et des autres. Et donc, c'est à la fois, encore une fois, fécond, fructueux, mais ça ne résout pas la question démocratique, l'universalité de la question démocratique. Alors on tente différents formats. En général, d'ailleurs, les questions qui sont soumises à débat sont des questions un peu locales. Donc, de toute façon, elles sont peu tranchées du point de vue idéologique, et elles peuvent aussi conduire les élus locaux à une forme de zigzag idéologique, puisque on va suivre un avis ici qui peut être finalement un peu orthogonal avec des valeurs qu'on voudrait porter. Tant et si bien d'ailleurs qu'un certain nombre de spécialistes de ces questions-là, je crois que c'est Manon Loisel et puis je ne sais plus qui, ont récemment publié un ouvrage dont le titre est « Pour en finir avec les démocraties participatives », qui interpelle en fait, eux qui sont un bureau d'études qui accompagne les élus dans ce genre de format, mais dont ils constatent la limite et réinterpellant les élus en disant mais enfin vous passez votre temps à demander leur avis aux gens, finalement est-ce à dire que vous n'avez pas d'avis, est-ce à dire que vous n'avez pas d'idées, est-ce à dire que vous n'avez plus de ligne directrice, de colonne vertébrale et de valeurs. Et je pense que l'interpellation, en tout cas mérite qu'on s'y attarde un instant. Encore une fois, même si je pense qu'il y a des formes qui sont enrichissantes parce que ça évite un peu un entre-soi ou un rétrécissement du champ démocratique. Mais ne perdons pas de vue cette interpellation. Comment on fait en sorte que ce ne soit pas finalement une forme de renoncement à avoir une pensée plus large et donc à prendre le risque d'une somme d'actions qui ne dessine pas un propos, qui ne dessine pas une trajectoire sur le plan politique. Alors on en a essayé sur Bourges par exemple des formes un peu différentes pour répondre à cette difficulté de toujours les mêmes ou de l'intellectualisation du débat avec ce qu'on a appelé les ruches de quartier. Donc en fait on demande aux gens de porter des projets. Alors, des choses extrêmement sympathiques, enfin vraiment, je dirais, délicieuses, créatives, c'est super sympa, quoi. Mais ça fait pas système. Enfin, vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on a une population qui se met agissante sur un micro-projet, mais être agissant sur un micro-projet, ça fait un lien entre les citoyens et les élus, indiscutablement, parce que malgré tout, même micro, un projet nécessite de faire face à des obstacles, la question des budgets, ça met en négociation les élus et les habitants, donc tout ça est extrêmement productif, mais ça permet d'éviter justement par l'agissement de n'être que dans l'intellectualisation et donc d'associer une autre catégorie de citoyens à un certain nombre de projets d'intérêt public. Donc ça c'est hyper important. Donc je crois qu'il faut, c'est plutôt des très beaux exemples. On a fait, à Bourges, c'est mes collègues de la ville de Bourges qui font ça, mais des choses extrêmement productrices. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on fait pas système, on transforme pas de façon beaucoup plus large. Il y a un axe que moi j'essaie de travailler au niveau de l'agglomération, plutôt pour accompagner les transitions écologiques.
c'est parce que dans nos responsabilités, dans nos compétences d'agglomération, en fait, on a énormément de sujets qui sont en lien avec les questions de transition, hein, que ce soit, et j'en arrête là, que ce soit les mobilités, l'habitat, l'eau, etc. C'est d'essayer de partager finalement une lecture commune d'un territoire pour transformer la façon d'agir des uns et des autres. Et donc c'est une idée de partager, enfin, ou de constater, c'est le constat qu'on transforme un territoire du point de vue des transitions écologiques que par une somme d'actions qui sont pour certaines citoyennes et pour d'autres institutionnelles. Et donc cet apprentissage commun des enjeux et cette mise en mouvement des citoyens dans l'idée d'un territoire qui apprend, d'un territoire apprenant ensemble, et donc d'un territoire en mouvement, est peut-être une piste qui mérite intérêt. Voilà, pardon Anne-Cécile d'avoir été un peu longue. Non, c'est parfait.